De lui du million de personnes désormais atteintes par le Covid-19. Chérie, ça va? Oui, ça va, chérie. J'ai signé. On est couvert. Avec l'assurance Leadway Protection, assurez à votre famille un soutien financier en cas de décès, d'invalidité ou de maladie grave, y compris Covid-19. Vous prenez soin de ceux que vous aimez, nous prenons soin de vous. Souscrivez à 9 900 francs par an et recevez 500 000 francs en cas de sinistre. Rejoignez-nous. Leadway Vie. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1 ce 17 juin. Tout de suite, les titres. Le programme social du gouvernement continue de s'étendre partout dans le pays. À Divo, le ministre de l'Hydraulique a lancé le projet Eau pour tous pour pallier le déficit d'eau potable dans 32 villes. Sur 4 mois, il va mobiliser plus de 15 milliards de francs CFA. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mercredi 17 juin 384 nouveaux cas positifs au coronavirus. On compte aussi 112 guéris et 2 décès, portant à 6063 le nombre de cas positifs et 2749 le nombre de personnes guéries à ce jour. Dans le domaine maritime, quelles sont les dispositions prises par la Côte d'Ivoire pour sécuriser l'entrée des navires sur son territoire face à la pandémie de coronavirus? Comment préserver les activités portuaires qui représentent 95% des échanges du pays avec le monde? Des réponses dans le dossier de ce 20h. Et puis dans l'actualité politique, l'opération de révision de la liste électorale occupe le devant de la scène. Opposition et parti au pouvoir, chaque camp mobilise et invite à l'enrôlement. Bienvenue dans le 20h de ce mercredi sur RTI 1. Le projet Eau pour tous, volet du programme social du gouvernement, continue de se déployer. Le ministre de l'Hydraulique a procédé à Divo, dans le sud de la Côte d'Ivoire, à son lancement afin de résoudre le déficit d'eau potable dans 32 villes. Les travaux vont durer 4 mois pour un coût de plus de 15 milliards de francs CFA. Léon Brou. Ces 2 UCD ou unités compactes d'agrément sont capables de produire 4000 m3 d'eau potable par jour. Elles seront définitivement opérationnelles fin novembre prochain et vont pallier le déficit d'alimentation en eau potable de la ville de Divo. L'usine qui est derrière vous, qui a été construite en 1978, produit 3500 m3 jour. Avec la rivière Boubo, nous allons produire 4000 m3 jour, ajouté aux 3500, ça nous fera 7500 m3 jour. Aussi à réaliser des installations complémentaires et plus de 4 km de canalisation pour 1,130 milliard de francs CFA, et l'eau va effectivement couler dans le robinet communal. Un soulagement pour les 7950 abonnés selon la chefferie et le maire de Divo. On m'appelle, nos mamans ont des casseroles, elles sont en train de taper devant la Sodeci, qu'elles n'ont pas d'eau. Je pense que avec ce projet, les choses vont aller mieux. L'eau est source de vie. Vous venez aujourd'hui augmenter la vie des Divolais. Le début des travaux d'installation des UCD de Divo lance le renforcement de l'alimentation en eau potable pour 32 villes de l'intérieur du pays. 40 unités compactes d'agrément à installer pour 15 milliards 105 millions de francs CFA en urgence, en attendant août prochain pour démarrer les travaux d'amélioration de l'alimentation en eau potable pour la couverture totale du besoin en eau potable de 12 régions, dont le Lodjibois. Le gouvernement travaille également à la consolidation du développement de la filière avicole nationale. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a présenté devant l'Assemblée nationale le projet de loi pour la prorogation du prélèvement sur les importations dans le pays de volaille d'un montant de 1000 francs CFA par kilogramme. Jean-Luc Mangbo nous donne des détails. Le dernier cycle du prélèvement compensatoire sur les produits animaux importés destinés à la consommation humaine a pris fin depuis le 31 décembre 2019. Le gouvernement a décidé de proroger cette disposition pour une durée de 10 ans en raison de son impact positif sur la filière avicole ivoirienne. Avec une consommation qui est passée de 0,21 kg par habitant et par an
à 2 kg par habitant et par an, et notamment par la compensation du manque de compétitivité de cette filière vis-à-vis des importations et la garantie d'une part de marché aux acteurs locaux. Cet impact s'est traduit particulièrement dans l'augmentation spectaculaire des productions nationales et surtout la réalisation d'importants investissements de plus de 100 milliards de francs CFA. Selon les termes de ce projet de loi présenté aux députés, toute importation de viande de volaille est soumise à une taxe de 1000 francs CFA par kilogramme. Cette mesure contribuera encore plus à consolider les acquis de la filière et permettra aux investisseurs locaux de faire face à la concurrence. Cette disposition va permettre, bien sûr, de protéger ce secteur avicole pour que on obtienne des prix réduits de 20%, une modernisation de l'outil de production, un peu plus de technologie pour une production standard. Le prélèvement compensatoire constitue l'un des principaux axes du deuxième plan stratégique de relance de l'aviculture, PSRA 2, en cours d'élaboration. Un plan qui permettra, entre autres, la création de 500 000 emplois dans le secteur, une baisse des prix des produits avicoles et une autosuffisance plus accrue en œufs et en viande de volaille. Changement à la tête de la Direction générale des affaires maritimes. Le nouveau responsable de cette structure du ministère des Affaires maritimes a reçu sa feuille de route. Mamadou Kwasi. Le colonel Julien Yao Kwasi est le nouveau directeur général par intérim des affaires maritimes et portuaires de Côte d'Ivoire. Il remplace à ce poste le colonel-major Bertin Tano Kofi. Le nouveau patron a reçu au siège de l'institution ses nouvelles attributions des mains du directeur des cabinets du ministère des Affaires maritimes. Une installation qui sonne comme un nouveau départ pour cette structure qui a entamé depuis quelques mois, SAMU. Le nouveau directeur général par intérim a rassuré le ministre des Affaires maritimes de sa détermination à mener à bien cette nouvelle mission. Cela dénote de la volonté de changement, d'aller de l'avant et d'accompagner monsieur le ministre dans sa politique de modernisation, de reconstruction de notre administration. Moi et l'ensemble des agents ici présents sommes prêts à accompagner monsieur le ministre dans cette volonté de changement. Représentant le ministre Philippe Lécré, le directeur des cabinets Benjamin Soro a appelé à une nouvelle administration plus dynamique au service du développement de la Côte d'Ivoire. Il faut voir votre carrière. Il faut voir la renommée des affaires maritimes. Chacun doit être le porte-flambeau des affaires maritimes ivoiriennes. Il faut travailler. Les résultats sont attendus de vous. Aujourd'hui, plus que jamais. Le directeur des cabinets a informé les agents des affaires maritimes et portuaires de la volonté du gouvernement à mettre à disposition des moyens matériels conséquents pour la bonne exécution de leur mission sur le plan d'eau. On quitte le domaine maritime pour les forêts ivoiriennes et c'est à Soubré, dans le sud-ouest, qu'on se rend. Les gestionnaires du parc national de Taï ont dressé le bilan trimestriel. Ils ont évalué le niveau d'exécution des activités. La performance globale de la zone a été estimée à 53%. Abou Sanogo. Un bilan jugé satisfaisant par les gestionnaires du parc national de Taï. Et il fait état de la mise en œuvre de 6 programmes de gestion dont la surveillance, le suivi écologique, l'appui au développement local, la communication, l'écotourisme, les infrastructures et le management. Sur 22% de taux de réalisation de projets attendus, 12% ont été réalisés pour une performance de 53%. Ils sont à 53% de réalisation, ce qui est un résultat globalement satisfaisant quand on voit que la maladie qui était arrivée avait arrêté toutes les activités. Et dans les perspectives qui ont été définies, je pense que si la direction du parc national de Taï maintient le même rythme, en fin d'année, nous pourrons atteindre les 80-90% de réalisation. Pour impliquer les communautés dans la gestion des ressources naturelles à la périphérie du parc, 2 ateliers ont été réalisés à Guiglo et à Djurutu. En outre, pour soutenir les activités alternatives au braconnage, 2 micro-projets d'élevage de caprins ont été financés par le biais du projet d'investissement forestier. Au nombre d'autres réalisations majeures, 60 missions de patrouille pour la sécurisation du parc et 8 interpellations de personnes en infraction à l'intérieur de ce site. Pour améliorer la connaissance du parc, 3 travaux de recherche scientifique ont été soutenus. La satisfaction est totale. L'engagement, l'engouement des uns et des autres ont permis une bonne gestion de cette forêt. Une lucane a été aussi accordée au coordonnateur du projet Mano Rivers
pour instruire les membres du comité sur les liens entre son projet et la conservation du parc national de Taï. Plus de 1400 mineurs et jeunes ont été resocialisés et réinsérés grâce à un programme de réinsertion socio-éducative et professionnelle mis en place par le gouvernement. L'objectif principal est de combattre le phénomène des enfants en conflit avec la loi et garantir la sécurité des populations. Didier Nguessan. Le phénomène des enfants en conflit avec la loi a considérablement baissé, selon la cellule de coordination du suivi et réinsertion qui pilote le projet de resocialisation en faveur de ces enfants. À ce jour, plus de 1400 mineurs, adolescents et jeunes ont été resocialisés et réinsérés dans la menuiserie, la couture, la mécanique auto, l'électricité bâtiment et l'agro-pastoral. Le projet mené conjointement avec la police nationale et plusieurs partenaires sociaux a livré ses acquis. Nous avons une baisse significative des agressions qui étaient menées dans les différentes communes du district d'Abidjan. Nous avons également une accalmie au niveau des différents quartiers qui avaient été identifiés comme étant criminogènes. Et nous avons des retours assez encourageants, des témoignages qui sont faits au niveau des communautés d'où sont partis ces enfants que nous avons resocialisés et réinsérés. La resocialisation consiste à aider les enfants en conflit avec la loi à réacquérir les valeurs morales et citoyennes propres à la vie en société et à délaisser la consommation de stupéfiants. Une resocialisation rendue possible grâce au travail de la police nationale sur le terrain. De juin à décembre 2019, elle a interpellé 32 508 personnes, dont 3 528 mineurs, et déféré devant les juridictions 2 166 autres personnes et détruit 671 fumoirs. En mai et juin 2020, 175 autres fumoirs sont partis en fumée pour 708 personnes interpellées, dont 119 mineurs et 152 déférés. Une grosse opération qui résume aujourd'hui l'âme de la police nationale qu'on appelle Opération Épervier. Nous sommes à Épervier 5. Épervier 5, c'est un ensemble d'opérations menées par les forces de sécurité, appuyées par les forces de défense, pour sécuriser tous les points et recoins de nos quartiers par rapport à la grande criminalité ou à la petite criminalité. Bientôt, nous allons lancer Vacances sécurisées 4. Le projet de resocialisation des enfants en conflit avec la loi est sous la tutelle du Conseil national de sécurité, CNS. On en vient maintenant au point quotidien face à la maladie à coronavirus. Où en sommes-nous par rapport au bilan chiffré? Comment évoluent les activités du pays dans divers domaines en cette période particulière? Nous en parlons tout de suite. La riposte du gouvernement ivoirien ne faiblit pas. Le point presse quotidien s'est tenu ce mercredi au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le maire de Bouaké a présenté la situation sanitaire dans la capitale de Gbeke. 23 cas y ont été recensés avec 5 guéris, tous transférés sur Abidjan afin de recevoir les soins. Nicolas Dibo est aussi revenu en détail sur les mesures prises à Bouaké pour contenir l'épidémie. Abou Sanogo. Bouaké, chef-lieu de la région de Gbeke, deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire, est aujourd'hui touchée par la maladie du coronavirus Covid-19. C'est ce qui ressort des propos du maire de la commune de Bouaké, Nicolas Djibo, à ce point presse. 23 cas positifs ont été détectés dans la ville de Bouaké et nous avons 5 guérisons, ce qui fait que les cas actifs s'élèvent au nombre de 18. Tous les cas positifs ont été transférés à Abidjan. Par ailleurs, des dispositions ont été prises par l'ensemble des autorités de Bouaké pour lutter contre la Covid-19. Le préfet de région a mis en place un comité local de lutte contre les épidémies. Et nous avons eu à prendre certaines décisions, comme par exemple l'interdiction des grains. Nous avons aussi
essayer de freiner l'entrée du Covid-19 dans la ville de Bouaké en mettant immédiatement en place aux différents corridors, aux 7 corridors, des mesures de contrôle. Le conseil technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, faisant le point de la situation sanitaire à Abidjan et à l'intérieur du pays, invite au respect des mesures barrières. En ce qui concerne la situation sécuritaire, le porte-parole de la police nationale a insisté sur le port obligatoire des masques. Le non-port du masque, qui dénote en l'espèce de la renonciation volontaire à l'application d'une mesure administrative de haute portée sécuritaire et sanitaire, emporte de plein droit le délit de mise en danger de la vie d'autrui prévu et puni par le Code pénal ivoirien. Ce faisant, nos forces de défense et de sécurité veillent et veilleront sans faiblesse au respect intégré de toutes les mesures en vigueur, en l'occurrence celle du port obligatoire du masque. Le commissaire Bleu Chalmagne a annoncé l'interpellation sur le périmètre territorial de la préfecture de police de Korogo de 52 ressortissants burkinabés qui se rendaient dans plusieurs villes ivoiriennes. Ils ont été reconduits dans leur pays pour violation manifeste de la mesure de fermeture des frontières ivoiriennes. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mercredi 384 nouveaux cas positifs. On compte aussi 112 guéris et 2 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 17 juin 2020, 384 nouveaux cas de Covid-19 sur 1214 échantillons prélevés, soit 31,6% des cas positifs, 112 guéris et 2 décès. Nous déplorons 2 décès. Le premier, celui d'un patient de 58 ans, diabétique et hypertendu, a eu lieu le 15 juin au service des maladies infectieuses tropicales du CHU de Treichville. Le second décès est survenu ce jour dans un établissement sanitaire privé. Il s'agit d'un patient de 60 ans, tabagique chronique. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 17 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 6063 cas confirmés, dont 2749 personnes guéries, 48 décès et 3266 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 39 851. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au respect strict des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique d'1 mètre et le port obligatoire de masques lorsque nous sommes dans les lieux publics. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, le coronavirus continue de faire des victimes ailleurs dans le monde. Le Ghana compte à ce jour 12 590 cas confirmés, 66 décès. Le Burkina Faso, 895 cas confirmés, 53 décès. La Guinée, 4 639 cas, 26 décès. Le Libéria, 516 cas confirmés, 33 décès. Le Mali, 1890 cas confirmés avec 107 décès. Et un total de 8 339 286 cas confirmés à travers le monde, avec 4 362 984 personnes guéries et 448 349 décès. Le domaine du transport maritime n'est pas épargné en cette période de Covid-19. On s'intéresse ce soir à une problématique à laquelle les autorités portuaires de Côte d'Ivoire font face depuis le début de la crise sanitaire. Continuer d'assurer les services tout en protégeant l'économie ivoirienne des effets directs ou indirects du coronavirus. Surtout que les ports d'Abidjan et de San Pedro pèsent pour 95% dans les échanges de la Côte d'Ivoire avec l'extérieur. C'est un dossier réalisé par Noël Niagno.
Eke Yoboué, Evelyne Kwedio, 2 agents de l'Institut d'hygiène de service ce jour sur les 4 mis à la disposition du port autonome d'Abidjan pour inspecter les navires en provenance de l'extérieur. Cela dès les premières heures de la survenue de la pandémie ailleurs dans le monde. En date du 25 février 2020, vu que le port est ouvert à l'extérieur par le biais des navires qui fréquentent le port d'Abidjan, nous avions déjà à cette époque-là pris une note intimant aux équipages des navires qui arrivaient au port d'Abidjan d'être soumis en rade extérieur déjà à un contrat de DNRHP. Le coronavirus, la peste des temps modernes, sa spécificité, sa capacité de propagation à une vitesse exponentielle, une dangerosité soulignée au sommet de l'État. Le Covid-19 est extrêmement contagieux et se propage rapidement au contact ou en étant simplement à proximité d'une personne atteinte. Voilà qui exige des dispositions particulières à prendre par les agents en charge de l'inspection des navires. On évite d'aller à bord avec des germes de chez nous. C'est pour ça qu'il y a la combinaison, tout est jetable. Donc les surchaussures, la combinaison elle-même, les gants qu'on va porter, tout est jetable. Une fois qu'on redescend, on a tout enlevé et puis on met ça dans un sac poubelle. Comme ça, on est sûr qu'on est monté sans apporter des germes là-bas et on redescend du navire sans apporter aussi des germes du navire. Maintenant que l'ancre est levée, allons à la bouée à 6 km du canal de Vridi. Inspecter le premier navire de la journée, un porte-conteneur. Une demi-heure après, nous voici à proximité du navire à inspecter. Et il faut monter à bord. Un challenge qui varie avec la nature du navire. Là, un porte-conteneur. Ici, un vraquier. Les dispositions d'accès au bateau sont visiblement différentes. Appréciez par vous-même ces 2 tableaux à travers les efforts à fournir. De l'avis de ces agents, aucun sacrifice n'est de trop pour sécuriser le port autonome, le poumon de l'économie ivoirienne. Mais au fait, en quoi consiste cette inspection une fois à l'intérieur du navire? Au commencement, la revue documentaire. Et là, le Medical Chest Certificate, c'est le certificat qui garantit que tous les médicaments à bord pour soigner les marins en cas de maladie, que ce stock de médicaments répond aux normes sanitaires en vigueur. C'est un document capital. En général, c'est par lui-même qu'on commence. C'est la déclaration maritime de santé. Le capitaine, vous voyez son cachet en bas, il dit que tout ce qu'il déclare ici, il le fait sur l'honneur. Et donc, il déclare qu'il n'y a pas de malade à bord. Il n'y a pas d'affection susceptible de contaminer à bord. Il déclare aussi qu'il a un certificat sanitaire. Ça veut dire que son navire a été dératisé, désinsectisé. Il n'y a pas de vecteur de maladie à bord. Puis, suit le moment déterminant. S'assurer qu'aucun membre de l'équipage n'est fiévreux. C'est au terme de tout ce parcours que le OK est donné pour l'entrée du navire dans le port d'Abidjan. Après la revue documentaire, après avoir contrôlé l'équipage et tout, il n'y a pas de problème de santé à bord. Donc on lui donne la libre pratique, on lui demande de verser le pavillon jaune. Captain, yes, sir. Free pratique. Apprécié. Yellow flag down. Yellow flag down. 1142. Après 3 mois d'inspection, quel est l'état des lieux? Il faut dire que le Covid-19 a pratiquement atteint tous les pays. Du coup, avant, on sélectionnait les navires qui venaient des zones affectées et on partait les contrôler en mer. Les autres venaient directement dans le port et le contrôle se faisait à quai. Mais 5 mois après, tous les pays du monde sont pratiquement affectés. Et donc, c'est pratiquement tous les navires qu'on va croiser en mer, faire le contrôle avant qu'ils n'aient accès au port d'Abidjan. Dieu merci, jusque-là, on n'a jamais eu de cas de Covid sur un navire en mer. Conclusion, pour l'heure, l'organe essentiel du tissu économique ivoirien est sauf. Gageons qu'il en soit ainsi longtemps encore.
Et tout comme les ports autonomes d'Abidjan et de San Pedro, tous les secteurs d'activité sont impactés, prennent des mesures adéquates et se réorganisent afin de continuer de fonctionner au mieux. Face à un taux de contamination qui grimpe, le tribunal de Bouaké vient d'être entièrement désinfecté. Kwadio Kwame. Après plusieurs structures désinfectées, Elola Adama et son groupe se signalent du côté du tribunal de Bouaké. La menace de la Covid-19, une réalité. Tout le monde doit appliquer à la lettre les mesures barrières pour contrer l'élan dévastateur du coronavirus. Nous disons merci à M. Elola Adama qui a déjà gratifié de ces bienfaits-là tous les services administratifs de Bouaké parce qu'il nous permet quand même de travailler sereinement. L'opération désinfection du tribunal de Bouaké a nécessité un tracteur à haut débit, 3 pulvérisateurs à moteur et un dispositif de lavage des mains de 1000 litres. L'orientation technique étant assurée par l'Institut national d'hygiène publique. Pour Adama Elola, guidé par le bien-être de la population ivoirienne, la justice est un maillon essentiel dans un État moderne. Protéger son personnel et ceux qui fréquentent ces lieux est un devoir. Pour faire les documents, il faut venir à la justice. Je pense que c'est un devoir de venir les protéger pour que nos parents soient protégés, pour qu'on puisse aussi faire nos documents sans crainte. Avec cet agriculteur moderne qui se dévoue à la lutte contre la terrible maladie, l'appel à la solidarité des autorités du pays trouve un écho favorable. En ces périodes difficiles, les populations ont plus que jamais besoin d'être proches des infrastructures sanitaires. Celles du village de Tanosso ne vont plus parcourir de longues distances pour se soigner. Le président du conseil régional du Moronou, Pascal Afin-Guesson, a inauguré dans ce village situé à une dizaine de kilomètres de Bongouanou un centre de santé rural. Hermaniamia. Fini le calvaire pour la population de Tanosso, village situé à une dizaine de kilomètres de Bongouanou. Elles n'auront plus à transporter les malades avec des moyens rudimentaires pour les conduire à l'hôpital de Bongouanou. Le village vient d'être doté d'un dispensaire rural. Je suis très contente parce que nos enfants là, des fois même là, ils peuvent tomber malades. La nuit, il n'y a pas de véhicule. On va faire comment? Des fois, tu marches jusqu'à arriver en route, l'enfant meurt, puis on se retourne. Pour un simple palu, on est obligé d'aller à Bongouanou. La construction de ce dispensaire est une initiative de la mutuelle de Tanosso. N'ayant plus les moyens de l'achever, elle a sollicité le conseil municipal de Bongouanou qui a répondu favorablement à sa requête. La construction terminée, c'est aujourd'hui le conseil régional du Moronou qui vient de l'équiper entièrement. Sans la santé, aucune œuvre de développement n'est possible. Et donc c'est pourquoi nous avons inscrit cette question comme l'une des priorités du conseil régional. Nous allons, au cours de ces 3 années, depuis 2019, consacrer plus de 770 millions à ce programme-là, qui commence maintenant avec l'équipement des plateaux techniques des blocs coopératoires de Bongouanou, de Dara et demain de Mbato, mais aussi l'équipement de 15 centres de santé qui sont achevés et qui doivent entrer en fonctionnement. Pour lui rendre aussitôt fonctionnel après son inauguration, l'infirmier affecté dans ce dispensaire a été présenté aux populations. Après l'étape de Séguéla, Amadou Soumaoro se rend à Kani. Le président de l'Assemblée nationale poursuit sa tournée de sensibilisation sur le respect des gestes barrières face à la maladie à coronavirus et concernant également l'inscription sur la liste électorale. Moussa Konaté. Les nouveaux majeurs sont au cœur du processus de révision de la liste électorale. Ces jeunes, âgés de 18 ans, doivent se faire enrôler pour être parmi les votants lors du scrutin présidentiel en octobre 2020. Les nouveaux majeurs sont donc la cible privilégiée du RHDP pour cette opération. C'est l'adresse du président Amadou Soumaoro aux populations de Kani. Que tous les nouveaux majeurs s'inscrivent sur la liste électorale. Même ceux qui ont dépassé 18 ans, qui ne se sont pas inscrits encore, c'est l'occasion pour chacune et chacun d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Autre sujet abordé au cours des échanges, la pandémie du coronavirus.
La région du Ourodougou n'enregistre aucun cas de Covid-19 à ce jour. Toutefois, les populations sont exhortées à la prudence. Cette maladie est inédite par son ampleur et par ses conséquences économiques et sociales. Seule la discipline peut nous épargner de cette pandémie. C'est pour cela, nous qui sommes vos enfants, nous vous recommandons de respecter toutes les mesures barrières. La rencontre avec les populations de Kani constitue la deuxième étape de la tournée de sensibilisation du président de l'Assemblée nationale sur l'enrôlement et la maladie à coronavirus. Et on quitte Kani pour l'ouest ivoirien, précisément à Biankouma, où le directeur exécutif du RHDP a procédé à la remise des clés de 2 locaux aux militants du parti. Adama Bictogo a invité les populations à s'enrôler sur les listes électorales. Gervais Kouassi et Michel Digré. Les cadres RHDP de Biankouma ont décidé d'unir leurs forces en vue d'atteindre l'objectif qui leur a été assigné par la haute direction du parti. La victoire de leur candidat, Amadou Gon Coulibaly, avec un bon score dans le département. Pour réussir ce pari, 2 militants, cadres du RHDP, ont offert un siège au parti et un quartier général qui servira de hall d'information sur le processus de recensement sur la liste électorale. Nous nous entamons sur l'essentiel et nous travaillons sur l'essentiel. Actuellement, le point de mire, c'est le 31 octobre 2020 pour que nous offrions au minimum 90% des voix de cette localité, de ce département au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP. Notre région et notre département en particulier a souffert de quelques difficultés. Aujourd'hui, nous montrons, je n'ai pas dit nous voulons montrer, nous montrons le visage de personnes qui sont unies pour la victoire d'Amadou Gon Coulibaly et faire en sorte que la confiance que le président Alassane a placée en nous se réalise. La remise des clés et la visite des 2 locaux ont été l'occasion pour l'émissaire du RHDP de sonner la mobilisation à Biankouma pour une adhésion massive au processus électoral en cours. Une bonne organisation a été mise en place à Biankouma. Mais une bonne organisation est le fruit d'une bonne relation intelligente entre les frères. Et en tant que directeur exécutif, je suis satisfait non seulement de l'engagement des militants, de leur disponibilité et surtout de leur enthousiasme à faire donc triompher le RHDP. Je voudrais donc profiter de l'opportunité que vous m'offrez pour lancer un appel à tous nos militants sur l'ensemble du territoire de se mobiliser pour non seulement établir leurs extraits de naissance et leurs certificats de nationalité, tous les militants et sympathisants RHDP doivent s'inscrire. La victoire du 31 octobre se joue aujourd'hui. Cette révision de la liste électorale a également conduit dans la région de Lamé le ministre Joseph Seka, coordonnateur régional associé du RHDP de Yakassé à Tobrou. Il a invité les responsables locaux du parti à amener le maximum de militants à se faire enrôler. Abou Sanogo. Yakassé à Tobrou, localité située dans la région de Lamé. Le ministre Joseph Seka, coordonnateur régional associé du RHDP de la région de Lamé, échange avec les délégués départementaux, communaux, sous-préfectoraux, les comités de base et les secrétaires de section pour leur expliquer l'importance de la révision de la liste électorale. Après le point des actions menées par les responsables locaux du RHDP à Yakassé à Tobrou, Joseph Seka a exhorté les militants à se faire enrôler. Il les a invités à inciter les nouveaux majeurs à s'inscrire sur la liste électorale. Nous partons rassurés parce que nous avons senti en nos militants cette détermination qui nous permettra de faire en sorte que la majorité des nouveaux majeurs soient enrôlés et soient inscrits sur la liste électorale. Et nous allons faire en sorte qu'ils aient les moyens pour faire ce travail. Les responsables locaux envisagent de convaincre plus de 15 000 nouveaux majeurs à s'inscrire sur la liste électorale. Objectif, la victoire du candidat de leur parti. On se bat pour notre président. Il a trop fait des miracles pour nous, à Yakassé à Tobrou. On est en train de rentrer partout pour Gon Coulibaly. Et pour mener à bien leur mission sur le terrain, le coordonnateur régional adjoint du RHDP de la région de Lamé a procédé à une remise de kits informatiques aux différents responsables locaux du RHDP
de Yakassé à Tobrou. Même son de cloche à Ferkessédougou dans le Tchologo, la délégation départementale du RHDP sensibilise à l'enrôlement. Siekwasi et Aboussanogo. Une participation massive du Tchologo à la présidentielle d'octobre prochain pour la victoire du candidat Amadou Gon Coulibaly. Dans le nord du pays, Alain Blidia, le délégué départemental du Rassemblement des Oufouetis Stop la démocratie et la paix du Ferkessédougou s'y attelle. Il met en mission les responsables de structures locales afin d'aller dans tous les hameaux, sensibiliser les militants, sympathisants et les nouveaux majeurs à se faire enrôler sur la liste électorale. Des engins roulants leur ont été remis pour faciliter leur déplacement. L'objectif, c'est de faire en sorte d'amener tous nos militants à disposer des pièces administratives nécessaires afin de venir voter juste le 31 octobre pour notre candidat. Nous devons nous mobiliser. Nous devons aller vers les hésitants. Nous devons aller vers ceux qui étaient avec nous, qui sont allés dans d'autres partis. Nous devons aller vers les militants des autres partis, les convaincre, leur dire que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que le président de la République Alassane Ouattara a choisi, est vraiment l'homme qu'il faut pour succéder au président Alassane Ouattara. Une action de sensibilisation qui acquiert l'adhésion des militants du département du Ferkessédougou. Dans la capitale du Tchologo, avoir un meilleur suffrage est le défi à relever. Sur la question, le ministre des Affaires présidentielles Téné Birahima Ouattara, par ailleurs coordonnateur régional du Tchologo, invite les militants à répondre présents lors des prochaines échéances. Le Comité national des personnes en situation de handicap s'inscrit également dans la réussite de cette opération de révision de la liste électorale. Tous les membres ont été invités et sensibilisés à se faire enrôler. Isaïo. La participation des personnes en situation de handicap est très attendue pendant l'élection présidentielle à venir au mois d'octobre prochain. Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a mis en place un comité national des personnes en situation de handicap pour les élections. Objectif, faciliter leur inscription sur la liste électorale. Donc il était important pour nous de mettre en place un comité pour attirer l'attention des autorités sur le fait qu'on doit prendre toutes les mesures pour que tout le monde soit au même niveau d'information, mais qu'on puisse aussi sensibiliser ces personnes sur la nécessité de s'inscrire sur la liste électorale. La participation effective et massive des personnes handicapées aux élections prochaines en Côte d'Ivoire est au cœur des préoccupations des autorités ivoiriennes. C'est pourquoi elles ont salué la mise en place de ce comité. Il n'y a aucun doute sur l'engagement du gouvernement et le gouvernement va continuer à se mobiliser, donc à faire en sorte qu'au niveau du processus électoral, vous soyez entièrement pris en compte. Donc votre rôle, votre mission sera aussi de mobiliser le maximum d'acteurs, donc réellement de votre organisation, à l'effet de participer dans ce processus. 271 231 personnes en situation de handicap en âge de voter sont concernées par l'opération d'inscription sur la liste électorale en cours. Plus de 400 000 personnes handicapées en Côte d'Ivoire sont attendues pour le scrutin présidentiel d'octobre 2020. Direction le sud de Comoé, à Maféré, Adjouan et Afienou. Le message est le même, mobiliser les énergies pour une participation massive à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Et pour cela, il faut d'abord s'inscrire sur la liste électorale. Le reportage est signé Franck Wadio. Une visite surprise dans ce centre d'enrôlement d'Aboisseau, dans le sud Comoé. Aka Awole à la tête de la collectivité, accompagné du préfet de région Sion, les différents centres. C'est une responsabilité du gouvernement de faire en sorte que chaque citoyen de ce pays exprime le moment venu son droit de vote. Donc nous sommes là sans appartenance particulière. Nous appartenons à la Côte d'Ivoire qui veut organiser le 31 octobre des élections transparentes au bénéfice du pays. Ici, de nouveaux majeurs, heureux d'être bientôt inscrits sur la liste électorale. C'est un plaisir pour moi de pouvoir faire ma carte et de pouvoir voter. Parce qu'en tant qu'Ivoiriens, nous méritons de voter. Dans les autres centres, les pétitionnaires viennent chacun à leur rythme. Le dispositif, selon les agents, est bien en place. Ici, à notre niveau, déjà, les choses avancent très bien. Hier, par exemple, nous étions à 40 personnes. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a assez de nouveaux majeurs.
Il y a même les parents qui viennent pour vérifier s'ils sont toujours sur la liste électorale et d'autres pour modifier leur lieu de vote. La date de la fin de l'enrôlement est fixée au 24 juin prochain. Les différents partis politiques tels le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, souhaitent une participation massive de ses potentiels militants. Aka Awole, coordonnateur régional, se drape donc de ses habits d'homme politique et part à la rencontre des militants dans les différentes localités. A adjoint des échanges avec les différentes délégations. À Afienou le lendemain, c'est la même démarche. Nous avons essayé de venir parler à nos parents pour leur montrer tout l'intérêt qu'ils ont à militer dans ce parti qui, en peu de temps, en moins de 5 ans, a réalisé plus que les partis traditionnels que nous connaissions. L'opposition met également la bouchée double en cette période de révision de la liste électorale. Les militants frontistes favorables à l'ex-président Laurent Gbagbo affûtent leurs armes. Assoadou, acteur politique, s'est rendu dans la section fédérale d'Abobo pour rencontrer les militants fidèles à l'ancien président ivoirien. L'objectif est aussi de les inviter à se faire enrôler sur la liste électorale. Gabriel Zani. À moins de 5 mois de la présidentielle d'octobre prochain, le terrain politique a pris un air de pré-campagne malgré le coronavirus. Plateau d'Okuyi, quartier à l'intersection de Cocody et d'Abobo, le bureau fédéral et les secrétaires de section des militants fidèles à l'ancien président ivoirien reçoivent la visite d'Assoadou, ce proche de Laurent Gbagbo. C'est une séance de travail qui va s'articuler essentiellement sur 2 points. Le premier point, c'est s'inscrire sur la liste électorale. Avoir ces documents pour être sur la liste électorale. Dans cette salle, il s'agit de vérifier l'effectivité des structures et l'application des consignes dans le bureau fédéral d'Abobo. Mais déjà, 205 délégations sont en mission sur l'ensemble du pays depuis le 5 juin. C'est l'opération inondation électorale. Assoadou, lui, s'est réservé de faire le tour dans les sections du district d'Abidjan. Ces élections qui arrivent sont très, très importantes. Donc, camarades, de grâce, allez-y vous inscrire. Faites la campagne pour que tous nos sympathisants soient sur la liste. C'est le bulletin de vote qui fera que nous allons reprendre le pouvoir d'État. La reconquête du pouvoir d'État, un enjeu majeur pour les proches de l'ancien président ivoirien. Dans leur sensibilisation, ils mettent un accent particulier sur la nécessité pour les militants et sympathisants d'avoir leur CNI et de se faire enrôler sur la liste électorale. Nous recevons les dossiers, c'est-à-dire le certificat. Et pour avoir le certificat de nationalité, nous avons l'extrait de naissance, une pièce des parents que nous joignons à la fiche de demande. Et cette fiche est dûment renseignée. Une bonne vérification et nous saisissons. Et c'est ce dossier électronique que nous apportons à l'ONICI pour pouvoir aussi les aider dans la tâche. Pour atteindre les nouveaux majeurs, objet de toutes les convoitises des acteurs politiques, tous les voyants sont ouverts sur les réseaux sociaux et les médias. YouTube, Web TV, Facebook sont associés. Nous avons décidé de faire des spots publicitaires à chaque fois que nous faisons nos différentes émissions, le journal. Ouverte le 10 juin, la révision de la liste électorale se tiendra jusqu'au 24 juin prochain. Cette opération a pour ainsi dire ouvert la voie de la pré-campagne. Les militants frontistes favorables à l'ex-président Laurent Gbagbo ne comptent pas rester en marge du scrutin. Voilà, l'opération d'enrôlement sur la liste électorale a démarré il y a tout juste une semaine et elle va se poursuivre jusqu'au 24 juin prochain. Le ministre Kobenan Adjoumani dans le village de Yorobodi pour ramener la paix au sein des populations. L'émissaire du chef de l'État a échangé avec les populations suite à des incompréhensions qui ont conduit à des affrontements faisant sur place un mort, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Hermaniamia. Le président de la République... C'est avec des mots bien choisis remplis d'émotion que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural s'est adressé aux populations de Yorobodi. Faut-il le rappeler, ce village du département de Sandégué a été le théâtre d'affrontements violents entre les populations pour des incompréhensions sur l'extension de la mosquée principale du village. Envoyé par le président de la République Alassane Ouattara,
Pour amener la paix au sein du village, Kobena Kwasi Adjumani a su trouver les mots justes pour parler à ses parents. À Yorobodi, ce ne sont pas des gourdins, ce ne sont pas des fusils. À Yorobodi, c'est le Coran. Après avoir écouté avec beaucoup d'intérêt l'émissaire du président de la République, les populations se sont engagées à enterrer la hache de guerre et à tourner définitivement cette page triste de l'histoire de leur village. J'ai dit devant tout le monde, la personne qui est censée aller faire venir le chèque en premier rang, c'est moi Diaber. Et je le ferai, j'ai dit. Sa place restera toujours ici avec nous. De quoi réjouir le ministre Kobena Kwasi Adjumani qui les a assurés qu'il rendra fidèlement compte au président de la République et plaidera aussi pour que les fils de ce village qui ont été arrêtés à cause de cette crise soient libérés. Nous avons pu rassembler les deux camps qui tout à l'heure ont fait la paix devant vous. Pour nous, c'est formidable. Et ce qui nous a le plus plu, c'est le fait que le camp qui est resté ici à Yorobodi a décidé d'accueillir Ella Guimenouri qui est de l'autre côté à Bondoukou. Nous partons tout heureux de savoir que le message du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a été bien compris. Avant de quitter le village, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a promis aux populations que dans 2 mois, les travaux de construction du collège moderne débuteront. On s'intéresse à la coopération ivoiro-française pour terminer. Maurice Kwaku Bandamon a pris fonction en qualité de nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Côte d'Ivoire en France. L'ex-ministre de la Culture et de la Francophonie place sa nouvelle mission sous le signe du rayonnement de la Côte d'Ivoire. Mama Traoré. Paris, avenue Raymond Poincaré, dans le 16e arrondissement. Nous sommes dans les locaux de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire en France. Le personnel militaire est au garde à vous pour accueillir le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Kwaku Bandamon. L'ex-ministre de la Culture et de la Francophonie vient ainsi prendre ses nouvelles fonctions. Pour ce premier jour de service, Maurice Bandamon fait connaissance avec son nouveau lieu de travail. Prise de contact également avec le personnel de la chancellerie, suivi d'une première séance de travail où l'ordre du jour porte sur les diligences du moment. Je vous engage à participer massivement au processus d'enrôlement afin de participer pleinement à l'élection présidentielle. Faisons-le avec conviction, faisons-le avec ampleur, faisons-le aussi dans le calme et le respect de chacun. En attendant de présenter ses lettres de créance au chef de l'État français, Maurice Kwaku Bandamon a déjà une idée claire de sa nouvelle mission, œuvrer au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Mais je dois vous dire que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, nous a envoyé le représenter la Côte d'Ivoire, notre pays, ici en France, pour continuer de sceller les excellantes relations entre la Côte d'Ivoire et la France, et aussi d'être proche et près de nos concitoyens ici en France. C'est le 4 mars dernier que Maurice Kwaku Bandamon a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Côte d'Ivoire en France. Il remplace à ce poste Charles Gomis, nommé sénateur, un prédécesseur à qui Maurice Bandamon n'a pas manqué de rendre hommage. Et c'est tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Mais attention, la lutte continue. Respectons les mesures barrières. Bonne fin de soirée et à demain, toujours sur RTI 1.